Yop les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour bien sûr parler MotoGP parce que oui, le début de la saison s'est lancé du côté de Doha au Qatar sur le magnifique tracé de l'Usaï pour le traditionnel rendez-vous d'ouverture de la saison. C'était bien sûr ce week-end à suivre sur les antennes du groupe Canal et bien évidemment ce premier GP de la saison 2022 au Qatar nous a offert un premier lot d'enseignements. Alors certains vont me dire Vico, c'est un petit peu trop tôt, c'est un petit peu prématuré de tirer des conclusions hâtives étant donné que seulement un GP a été concouru. C'est pas faux mais j'ai quand même envie de me lancer et de vous faire part des 4 enseignements de ce GP du Qatar et le premier d'entre eux, et pas des moindres, concerne les Ducati avec a priori une Ducati 2021 qui est plus performante que la Ducati 2022. On sait que c'était un petit peu le casse-tête chinois ces dernières semaines pour Luigi Dall'Igna et ses collaborateurs des rouges de chez Ducati officiel pour savoir quel moteur implanter dans la moto nouvelle version, soit le moteur 2021 qui a fait ses preuves l'an dernier, soit le nouveau moteur 2022, et sous les bons conseils de Pecco Bagnaia, le vice-champion du monde et donc dauphin de Fabio Quartararo l'an dernier, Luigi Dall'Igna a décidé d'implanter le nouveau moteur, celui de 2022, sur la moto officielle de cette année, au grand désarroi de notre ami Jack Miller, l'Australien, qui avait beaucoup plus de feeling et finalement de ressenti avec le moteur 2021. Et quand on voit les performances de haut volet d'Enea Bastiani, qui je le rappelle a récupéré la moto officielle de 2021 des Rouges, on se dit que notre ami Luigi Dall'Igna a peut-être été mal avisé d'écouter les bons conseils de Pecco Bagnaia, puisque pour l'instant, la Ducati 2021, au vu de la performance d'Enea Bastiani, qui est quand même monté sur le podium sur ce GP du Qatar, premier GP de la saison, on se dit que peut-être c'est déjà une première mauvaise idée, un premier mauvais choix. On verra bien évidemment si cette tendance va se confirmer dans les prochaines semaines ou si au contraire la moto 2022 va finalement prendre le pas sur la 2021. Le deuxième enseignement concerne les Suzuki et une puissance moteur retrouvée. Les Suzuki qui l'an dernier étaient un peu comme la Yamaha, qui n'arrivaient pas finalement à se dépatouiller, à se défaire quelque part des crocs des Ducati, que ça soit officiel ou Pramac. Et là, cette année, nos amis de chez Suzuki et les pilotes, Joan Mir et Alex Rins, réussissent finalement à contenir de plus en plus ces Ducati qui sont quand même des véritables flèches dans les lignes droites, qui possèdent les records de vitesse dans les lignes droites avec notamment les 341 km/h si je ne dis pas de bêtises de Johan Zarco, c'était l'an dernier sur cette Ducati Pramac. Et cette année, nos amis donc de chez Suzuki ont réussi à donner de la puissance moteur et une meilleure fiabilité également avec cette puissance retrouvée qui permet aux pilotes Joan Mir et bien évidemment Alex Rins de contenir ces Ducati. On se souvient l'année dernière parce qu'il y avait 2 grands prix au Qatar l'an dernier, vous vous en souvenez, un qui a été nommé GP du Qatar et l'autre qui a été nommé GP de Doha. Et on s'en souvient, sur le premier des 2 GP qui a été couru l'an dernier sur le circuit de l'Usaï, il y avait Joan Mir qui s'était fait passer dans la dernière ligne droite, pas donc par une mais par 2 Ducati, et ce podium finalement s'était envolé. On s'en souvient de la déception, du dépit de Joan Mir. Cette fois-ci il n'en est plus, la Suzuki a retrouvé une grosse puissance moteur, certes elle a un petit peu moins de watts si je peux m'exprimer ainsi que la Ducati, mais enfin quand même elle arrive à les contenir. Le troisième enseignement, c'est quand même le retour de la Honda au premier plan. On s'en souvient, ces dernières années, ça a été compliqué. Marc Marquez, qui avait chuté du côté de Jerez en 2020 pour le premier GP de cette saison 2020, qui était quand même assez spécial, parce que seulement 10 Grands Prix pour cause de Covid. Et Marc Marquez avait chuté dans ce premier GP donc de 2020 à Jerez, voulant impérativement revenir sur Fabio Quartararo, essayer de retarder la première victoire du Français. Finalement, l'Espagnol s'était retrouvé dans le bac à gravier, blessé avec une énorme blessure qu'il avait contraint finalement à de nombreux forfaits en 2020 et également en 2021, même s'il avait quand même réussi à aller chercher, si je ne dis pas de bêtises, 3 ou 4 victoires. Et cette année, on a décidé de repenser complètement cette Honda avec une machine beaucoup plus maniable, beaucoup moins nerveuse, et forcément, ça permet d'avoir des pilotes qui s'expriment avec plus de facilité et des meilleurs résultats, puisqu'on rappelle, les 2 pilotes donc d'usine chez Honda ont réussi à s'immiscer dans le top 5 de ce premier Grand Prix de la saison. Et le quatrième et dernier enseignement de ce GP du Qatar, ça concerne bien sûr Fabio Quartararo, le champion du monde en titre, ou plutôt sa moto, oui, la moto de cette année qui est toujours oscillante dans les lignes droites. On s'en souvient, l'an dernier, il rendait entre 8 et 10 km/h au Ducati, que ça soit Pramac ou officiel, et cette année c'est entre 10 et 12 km/h, c'est même la machine la moins rapide du plateau. Même Franco Morbidelli arrive à pousser sa Yamaha un peu plus loin en termes de puissance et de kilométrage dans les lignes droites. Bref, un Fabio Quartararo qui a été en difficulté tout au long, bien évidemment, de cette semaine. Et on se dit que le manque de puissance de la Yamaha pourrait déjà condamner les chances
de notre prodige français pour le titre de champion du monde. Cette année, on sait que quand un Français, ou plutôt quand un athlète de manière générale, devient champion du monde de MotoGP, c'est déjà un point en moins, mais il a quand même la pression de devoir confirmer son titre, et on a quand même la pression, la désagréable impression que le manque de puissance, le manque de fiabilité et le manque quelque part de performance de la Yamaha coûte déjà le titre à Fabio Quartararo, alors que, on rappelle, on est seulement au premier GP de la saison. Je m'avance peut-être, mais c'est quand même bien de vous en faire part de ces éventuelles inquiétudes qui pourraient éventuellement soit se confirmer, on l'espère pas, ou alors au contraire pas du tout, et je signerai tout de suite des deux mains et des deux pieds pour ça. En tout cas, c'est les 4 enseignements à mon avis qu'il faut retenir de ce premier GP. Alors certains vont me dire, Vico, c'est bien beau les enseignements, mais ça aurait peut-être bien de le faire plutôt vers la fin. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même qu'on nous parle du GP et du Qatar. Pas de soucis, pas d'angoisse, on va y revenir, même si je vais vous inviter tout de suite maintenant à aller visionner les courses de Moto 3 et de Moto 2 qui sont toujours très spectaculaires. Il y a beaucoup de monde. En Moto 2, bien sûr, il y a toujours l'éternel Sam Lowe's qui se battait avec Johan Zarco entre 2015 et 2016 pour le titre avec Jonas Folger, qu'on n'a plus vu malheureusement à cause de petits problèmes physiques. Il y a le prodige Pedro Acosta qui a fait une extraordinaire remontée. On a toujours Aaron Canet qui, quand même, on va pas se le cacher, de plus en plus présent. Bref, on attend bien évidemment énormément de spectacles dans la catégorie Moto 2 et la catégorie Moto 3 qui est toujours autant spectaculaire avec des dépassements à chaque virage et toujours une incertitude, même si le Denis Foggia quand même, on va pas se le cacher, se détache pour être, on va dire, l'ultime favori avec Jaume Masia s'il retrouve un petit peu de régularité. En tout cas, n'hésitez pas à aller visionner ces courses de Moto 3 et de Moto 2 qui sont toujours très spectaculaires et une fois n'est pas coutume au GP du Qatar, on a eu vraiment des courses de très bonne facture et de toute façon, de manière générale, sur la plupart de mes vidéos, tout au long de la saison, je vous inviterai à aller visionner ces courses de catégories inférieures parce que ça nous permet bien, de voir évoluer les champions des catégories inférieures de manière générale sur tout au long de l'année, saison après saison. Ça vous permet également de vous faire une idée sur quel pilote pourrait devenir la star du MotoGP dans les années à venir. Et puis ça vous permet également de rentrer de manière parfaite dans votre dimanche de compétition avec la Moto 3 qui fait office d'entrée, la Moto 2 de pleine résistance avant bien évidemment le dessert et la petite douceur que représente bien évidemment la course des catégories 1, à savoir la course des MotoGP. D'ailleurs, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et vous parler de ces courses MotoGP, ce week-end MotoGP à Doha au Qatar sur le magnifique tracé de l'Usaï. Ça a commencé bien sûr samedi, vendredi bien évidemment avec les premiers essais libres donc de ce GP, mais c'est vrai qu'on a coutume de dire que le vif du sujet vraiment est entamé au moment où on passe les essais qualificatifs et les essais qualificatifs ont été remportés par Jorge Martin qui donc devient le premier poleman de cette saison 2022. Jorge Martin aka le Martinator comme aime l'appeler Laurent Rigel qui a désormais pris la place de David Dumain du côté donc des commentaires de la MotoGP en collaboration avec Randy Depuy. David Dumain qui a expliqué pour des raisons personnelles qu'il ne pourrait pas continuer à commenter les courses de MotoGP pour le groupe Canal et donc on a fait le très bon move, c'est-à-dire placer Laurent Rigel en MotoGP, lui qui pendant des années commentait la Moto 3 et la Moto 2, déjà à l'époque sur Eurosport quand Eurosport avait les droits bien évidemment de la MotoGP. Laurent Rigel qui est un excellent commentateur, moi personnellement je l'aime beaucoup et c'est vrai que le voir en MotoGP, je trouve que c'est quelque chose qui est très logique. D'ailleurs, je pensais sincèrement qu'on aurait pu le faire dès l'année dernière, mais on a préféré laisser David Dumain qui, à mon sens, était un petit peu moins authentique et un petit peu moins charismatique. Mais encore une fois, ce n'est qu'un avis, c'est subjectif, donc par conséquent, je sais que tout le monde ne le partagera pas. Bref, Jorge Martin, pole position donc de ce GP donc du Qatar, premier GP donc de ce cru 2022. C'est pas vraiment une surprise, on sait que Jorge Martin est très à l'aise sur ses batailles avec le chrono. On sait qu'il a fait énormément de pole position l'an dernier en MotoGP, il en a fait aussi énormément Moto 3 avec bien évidemment lors de sa saison de champion du monde et puis aussi en Moto 2 dans la catégorie intermédiaire où il a un petit peu moins bien réussi qu'en Moto 3 et en MotoGP. Mais bref, c'est pas une surprise de retrouver Jorge Martin en pole position. En revanche, c'est plus une surprise de voir Pecco Bagnaia seulement 9ème. Pecco Bagnaia qui a eu énormément de mal lors des essais libres. Pecco Bagnaia qui a réalisé un chrono dans les tout derniers instants de la FP3 pour finalement aller chercher un chrono dans les 10 et donc passer directement dans la Q2. Mais c'est vrai qu'on a quand même senti que c'était un petit peu avec le vent du désespoir. Et c'est vrai que Pecco Bagnaia réalise seulement une 9ème position sur la grille, ce qui est quand même assez décevant pour un vice-champion du monde qui avait fini l'année, on s'en souvient, vraiment tambour battant avec la victoire sur le dernier GP de la saison en 2021, à savoir au GP de Valence, sur le tourniquet de Valence qui est normalement plus propice, on le rappelle, à des machines plutôt très souples, très stables comme la Yamaha. Bref, aussi une grosse surprise pour Fabio Quartararo, seulement 11ème, oui, le champion du monde qui, à cause
de sa machine, qui est quand même un tracteur en ligne droite, on l'a dit et redit, n'a pas réussi à faire mieux qu'une 11e place. Il prenait 4 dixièmes dans la dernière ligne droite, et quand on sait forcément qu'il y a énormément d'homogénéité entre les machines continuent à se pousser vers le haut en termes de performance, ils sont très homogènes, c'est vrai que c'est très resserré, et bien Fabio Quartararo, avec ses 4 dixièmes dans le dernier secteur, et donc dans la dernière ligne droite, malheureusement ne peut pas faire mieux qu'une 11e place. Son coéquipier Franco Morbidelli termine 12e et donc dernier de la Q2. Franco Morbidelli qui a remplacé bien évidemment le partant Maverick Viñales en cours de saison l'an dernier, qui a été remplacé un peu au pied levé par différents pilotes pour accompagner Fabio Quartararo, et donc Franco Morbidelli qui a repris la machine cette année, qui donc prend du temps forcément pour prendre en main cette M1 qu'il ne connaît pas forcément de la meilleure des manières, en tout cas pas aussi bien que Fabio Quartararo. Et la troisième surprise vient bien sûr de Johann Zarco qui n'a même pas été présent en Q2, Johann Zarco qui vraiment a été en difficulté, un petit peu comme Pecco Bagnaia, sur l'ensemble bien évidemment donc des essais libres. J'ai eu le sentiment que Johann Zarco avait une séance libre de retard par rapport à tout le monde, et finalement il a quand même réussi en Q2 à aller chercher un chrono très rassurant qui techniquement aurait pu lui offrir bien une Q2 et pourquoi pas même une deuxième ligne s'il avait pu un petit peu plus pousser. Malheureusement, il a fait ce tour référence sous régime de drapeau jaune, et forcément la règle est très simple. Quand vous faites un tour chrono en drapeau jaune, forcément votre tour est annulé. Hein, c'est pas un scandale, ça fait partie du règlement. Le règlement a été appliqué, il est appliqué que ce soit pour un Italien ou pour un Espagnol, en tout cas dans ce genre de configuration-là, pour être tout à fait honnête. Donc pas mal de surprises qui donc ont vu certains favoris bien être loin, très loin sur la grille, avec comme je dis Pecco Bagnaia 9e, Fabio Quartararo 11e et Johann Zarco 13e. Avec bien sûr cette pole position de Jorge Martin. Forcément on attendait la course avec impatience pour savoir qui allait remporter la première course de l'année et surtout qui allait devenir le premier leader du classement général. On sait qu'il y avait pas mal de pronostics, on parlait de Jorge Martin qui a des vues quand même sur la tenue rouge de la Ducati officielle pour l'année prochaine. Il a dit et redit, notre ami Jorge Martin, si je suis champion du monde, on ne me refusera absolument pas l'entrée chez Ducati officielle, ce qui est vrai. Donc Jorge Martin, forcément, faisait office par rapport à ses ambitions affichées. Peut-être de favori, on attendait aussi Pecco Bagnaia, le retour de Pecco Bagnaia qui est quand même une bête de course, et puis Fabio Quartararo qui sait faire, qui sait bien évidemment manier sa barque lors de courses pour finalement faire la meilleure remontée possible, et pourquoi pas même pour aller jusqu'au podium. Et puis on attendait aussi la réaction de Johann Zarco qui très clairement était loin d'être au niveau sur tout au long donc de ses essais qualificatifs ou même libres. Et la victoire est revenue à une première surprise, Enea Bastianini qui est allé chercher la première victoire de sa carrière en MotoGP en catégorie N. Lui, le champion du monde Moto2 en 2020, a réalisé sa première victoire en GP, donc dans la catégorie Rennes, devançant Brad Binder qui a remporté 3 victoires en catégorie Rennes, qui est également champion du monde Moto3, on s'en souvient, ça date déjà un petit peu. Et puis le podium a été complété par Pol Espargaro, le deuxième pilote Honda officiel. C'est vrai que Bastianini, Binder, Espargaro pour le podium, même dans le désordre, c'est vrai que celui qui a parié ça, il s'est fait un max d'argent à mon avis, parce que c'est un podium quand même surprise. Alors certains vont me dire, Nico, quand on voit Enea Bastianini par rapport à sa fin de saison dernière, très clairement, on peut quand même se permettre de dire que c'est quand même assez logique. Enea Bastianini, c'est vrai, il a fait pas mal de très belles courses, notamment en fin de saison. Je pense même qu'il a fait des podiums, si je ne raconte pas de bêtises. Et là, avec finalement la confiance et quelque part le niveau qui en découle, Enea Bastianini arrive enfin à aller chercher la plus haute marge du podium, et lui aussi a des vues sur ce rouge de Ducati officiel dès l'année prochaine. C'est vrai qu'à mon avis, il y a des surcroîts qui commencent à couler le long du dos de Jack Miller, qui doit impérativement scorer cette année, qui est un petit peu sur la sellette, comme d'ailleurs l'ami Alex Rins chez Suzuki, qui lui aussi par rapport à ses deux dernières saisons, un petit peu en dedans, moins performant que Joan Mir, son coéquipier, champion du monde en 2020, qui lui aussi joue sa place dans une machine, ou plutôt dans un team officiel. Et d'ailleurs c'est un petit peu moins bien parti pour l'ami Alex Rins que pour bien évidemment Enea Bastianini, puisqu'Alex Rins termine 7ème, mais surtout derrière son coéquipier Joan Mir, qui ont été incapables, les deux Suzuki, malgré la puissance retrouvée de la Suzuki, la performance de manière globale qui a été quand même un petit peu plus poussée, incapable de suivre Marc Marquez. Marc Marquez qui a été incapable lui aussi de suivre dans la course son coéquipier Pol Espargaro qui a mené pratiquement la moitié du Grand Prix. Alors on a bien vu une attaque de Marc Marquez sur son coéquipier, mais c'est vrai que remplacé tout de suite après dès le virage suivant par Pol Espargaro, qui a vraiment voulu mener tambour battant, qui s'est même détaché à un moment donné avant de se faire rejoindre par l'ami Enea Bastianini. Est-ce que ça veut dire quelque part que Marc Marquez n'est pas revenu à son meilleur niveau? Peut-être. Ou alors est-ce que Pol Espargaro a passé un cap? C'est possible aussi, même si je pense qu'il y a un petit peu des deux qui expliquent
plutôt ce résultat. Et d'ailleurs, la 4e place, la place du con, est revenue à l'ami Aleix Espargaro. J'aurais pu en parler de cette Aprilia, oui, conduit par Aleix Espargaro et par Maverick Viñales, qui continue de progresser, qui n'arrête pas voilà, de faire des step-up après step-up chaque saison. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Alors c'est vrai que Maverick Viñales a encore un petit peu de mal à contrôler cette machine, à performer dessus, mais Aleix Espargaro, qui la développe depuis des années et des années, et bien continue voilà, à la créer à sa main, à son image, et il arrive maintenant à être pas loin du podium, et Aleix Espargaro, peut-être qu'il pourrait aller chercher une première victoire cette saison avec l'Aprilia. Il a clairement rien à envier à une Suzuki, elle a clairement rien à envier à une Honda, et il a clairement rien à envier à une Ducati, donc c'est vrai qu'Aleix Espargaro pourrait, pourquoi pas, aller chercher une victoire, et peut-être aller chercher une victoire avant son frère Paul, qui lui a été champion du monde en Moto 2, alors que Aleix Espargaro n'a jamais été champion du monde. Et oui, ça pourrait être assez intéressant, ça, de voir Aleix Espargaro gagner une course avant son frère, alors que ce dernier a toujours été plus fort, a toujours plus gagné, a même un titre de champion du monde, ce qu'Aleix Espargaro n'a pas. Bref, c'est vrai qu'il y a quand même une excitation autour de ça, parce que c'est vrai qu'on a des machines qui sont très très proches en termes de performance. Honda, Suzuki, bien évidemment KTM aussi qui est présente, et puis bien évidemment Ducati qui est là, qui est présent aussi comme d'habitude, comme l'an dernier, même si pour l'instant la version 2021 est plus performante que la 2022. Mais c'est vrai qu'il y a aussi forcément des machines qui ont un petit peu régressé, à l'image de celle de Fabio Quartararo, la Yamaha, je vous l'ai dit, qui a perdu vraiment en puissance, qui désormais concède entre 10 et 12 km/h, donc par rapport au Ducati, alors que c'était 2 à 4 km/h de moins l'année dernière. Cette Yamaha qui est un véritable tracteur dans les lignes droites, une merguez de manière générale sur tous les secteurs et sur tous les compartiments. Et malgré ça, Fabio Quartararo arrive à aller chercher une belle 9e place, grattée dans les tout derniers instants par l'ami Johann Zarco, qui finit dans le même centième et qui va le gratter dans les derniers mètres pour aller chercher avec 20 cm d'avance la 8e place. Johann Zarco, qui malgré un mauvais départ, arrive à aller chercher quand même, on va pas se le cacher, une superbe 8e place. Lui qui vise un podium à chaque course, au vu de son week-end en délicatesse par rapport aux essais libres, je pense qu'on peut quand même se dire que c'est quand même une bonne petite chose de retrouver 8e et Fabio Quartararo 9e, qui va quand même se contenter de ça. D'abord parce que il a quand même très bien piloté, c'est vrai qu'il a compensé avec son talent de pilote le fait que sa machine soit très très clairement moins bonne que les autres, on va pas se cacher. Même Dieu n'aurait pas fait mieux que 9e sur cette course. Non, parce que franchement, il a réalisé une performance de très très haute volée, Fabio Quartararo. Il a freiné très fort, il freinait très tard, il prenait toujours les points de corde, il compensait ce manque de puissance finalement avec son pilotage. Forcément en fin de course ça a été un petit peu plus compliqué parce que ça a tapé dans les pneus, mais je me suis mis en caméra embarquée avec Fabio Quartararo, application on-board, et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir Fabio Quartararo, les trajectoires, le fait qu'il freine très tard. Bon, il finit seulement à 10 secondes et demie, quoi. Franchement, avec une machine où il tape dans les pneus, où il freine super fort, et une machine qui est point puissante, terminé à 10 secondes 5, c'est-à-dire quoi, prendre 4 dixièmes par tour, sachant qu'il prend mathématiquement 4 dixièmes à cause de la dernière ligne droite et de son manque de puissance, par rapport à cette Yamaha, je trouve franchement que Fabio Quartararo a réalisé une superbe performance. Et d'ailleurs, il prend des points, même si je vous ai dit que le classement général pour Fabio Quartararo allait être compliqué au vu malheureusement de sa puissance de machine. C'est vrai qu'il prend des points à Pecco Bagnaia et à Jorge Martin qui sont finis dans le bataille gravier, puisque Pecco Bagnaia, après avoir dépassé difficilement Fabio Quartararo, s'est attaqué à Jorge Martin. Il était un petit peu trop optimiste, il a perdu l'avant de sa machine, il a envoyé Jorge Martin également au tapis. Pas de bobo, pas de dégâts, les deux bien évidemment se sont checkés. Pas de drama, rien du tout. Ils partiront peut-être pas en vacances le week-end prochain ensemble, mais en tout cas, c'est vrai que voilà, ça a été sportif, ça a été fair play. Il n'y a pas eu de baston, tout va bien, hein, ils ne sont pas cherchés des noises en conférence de presse. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre ce que vous avez pensé de ce GP, à mettre en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Est-ce que c'est la performance d'Enea Bastianini? Est-ce que c'est le manque de performance peut-être des Ducati officiels, Jack Miller qui a abandonné, Pecco Bagnaia qui a chuté? Est-ce que c'est le manque de puissance de la Yamaha, le manque de performance de la Yamaha, mais quand même la bonne compensation de pilotage par Fabio Quartararo? Est-ce que c'est la remontée de Johann Zarco? Est-ce que c'est le manque de résultats ou la mauvaise performance des Suzuki qui paraissaient quand même plutôt bien en qualification, et malheureusement un Joan Mir et un Alex Rins qui n'ont pas su profiter des progrès de leur machine, un petit peu juste les deux pilotes? Est-ce que c'est ça? Bref, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce qui a retenu votre attention sur ce GP, et puis bien évidemment n'hésitez pas aussi, si votre contenu vous plaît, le contenu de ces vidéos et le contenu de manière générale vous plaît, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, hein, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça me permet bien évidemment d'être mieux référencé et de vous de ne rater aucune nouveauté dès qu'une vidéo sort sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye et à la prochaine.